Bienvenue à la masterclass en cosmologie. La cosmologie, c'est la science qui décrit l'univers sur base des lois de la physique. Cette classe a trois parts. Premièrement, nous allons à un voyage dans l'espace. Après, nous allons à un autre voyage dans le temps, dans l'histoire de l'univers. Et finalement, on va discuter les grands défis de la cosmologie aujourd'hui. Nous commençons avec une brève revue historique. Quelle est la taille de l'univers? C'est une question très vieille. Les premières idées pour la structure et l'origine de l'univers étaient un peu bizarres. Par exemple, les Babyloniens pensaient que le monde était fait d'un cadavre d'une déesse. Plus tard, les idées sont devenues de plus en plus raisonnables. Mais bien sûr, il y avait des gens qui avaient une raison pour une description quantitative scientifique. Par exemple, les anciens Grecs, ils connaissent que la Lune et la Terre sont des sphères. Ils ont calculé le rayon de la Terre et ils ont estimé la distance de le Soleil. On connaît que l'univers est beaucoup plus grand que la Terre et on connaît que le Soleil est le centre. À l'ère de Renaissance, il y a nombreux astronomes qui ont exploré les dimensions du système solaire, par exemple Galilée, Copernicus, Tycho Brahe, Kepler. Et Isaac Newton a développé la mathématique avec qui on peut faire une description quantitative de le mouvement des planètes dans le système solaire. À la même temps, aussi, on a pour la première fois mesuré la vitesse de la lumière. C'est un paramètre très important pour la cosmologie. Il y a presque 200 années que Bessel, pour la première fois, a mesuré la distance des autres étoiles. C'était vraiment une révolution, parce qu'il a réalisé que l'univers est 1 million fois plus grand que le système solaire. Il a utilisé la méthode de parallaxe. C'est une méthode géométrique qui utilise le fait que les positions de l'étoile dans le ciel changent quand la Terre se déplace autour du Soleil. Au début du XXe siècle, Hertzsprung et Russell ont découvert une relation entre la couleur et la luminosité des étoiles. Et Levit a découvert une relation entre la période et la luminosité de certaines étoiles, qui s'appelle céphéides. Ça, c'est la naissance de l'échelle de distance cosmique, le Cosmic Distance Ladder. Cela permet d'estimer la distance d'objets élongés en utilisant les mesures de distance des objets proches. Ça marche comme ça. On peut mesurer directement la distance d'un objet proche. Si on connaît la relation entre la luminosité et la couleur de cet objet, on peut chercher ce type d'objet dans les objets plus distants. Et si on peut observer la couleur, on connaît la vraie luminosité. Après, on peut comparer la vraie luminosité et la luminosité apparente. Et on peut utiliser ça pour estimer la distance de cet objet. C'est étape par étape, on peut explorer plus en plus grandes distances. Maintenant, nous connaissons que l'univers est vraiment grand. Le Soleil, c'est une des milliards d'étoiles dans notre galaxie, le Milky Way. Et le Milky Way, c'est une galaxie, mais dans l'univers, il y a milliards de galaxies. Pour illustrer ces chiffres, nous allons regarder un petit film.
Les cosmologistes ne voulons pas seulement observer l'univers. Aussi, nous voulons comprendre les objets que nous voyons. Pour ça, il faut comprendre un peu de physique fondamentale. Il y a deux grandes théories du XXe siècle dans la physique. La théorie de la relativité et la mécanique quantique. Georges Lemaître, qui était professeur à Ussy-le-Vent, et Friedman ont utilisé la théorie de la relativité pour postuler l'expansion de l'univers. Hubble a prouvé cette expansion par observation. C'était la naissance de la théorie du Big Bang. En 1924, Hubble découvrit que nombreux objets nébuleux sont en fait des autres galaxies. 5 années après, il découvrit que les galaxies s'éloignaient avec une vitesse proportionnelle de leur distance. C'est la loi de Hubble-Lemaître. Cela montrait que Friedman et Lemaître avaient raison. La théorie du Big Bang était postulée sur base de la théorie de la relativité, mais aussi la mécanique quantique, c'est très important pour la cosmologie. Avec la théorie mécanique, on peut étudier les spectres atomiques. Et les spectres atomiques trouvent que les autres étoiles sont constituées des mêmes atomes que nous trouvons sur Terre. Et aussi, on peut mesurer la vitesse des étoiles par l'effet du Doppler. L'effet Doppler, c'est l'échange de la fréquence des ondes quand la source bouge. Vous connaissez l'effet Doppler avec des ondes sonores quand une ambulance passait. La même chose marche avec les ondes luminaires. On peut utiliser le spectre atomique d'émission et absorption pour étudier la composition des objets dans le ciel. Maintenant, nous connaissons tout ce que nous voyons est composé d'un petit nombre de particules élémentaires. Par exemple, cet organisme est composé de molécules. Et les molécules sont composées des atomes. Et dans l'atome, il y a des électrons et le nucléus. Et dans le nucléus, il y a protons et neutrons. Et les protons et neutrons sont composés des petites particules qui s'appellent quarks. Et l'observation du spectre des étoiles a montré que toutes les étoiles, les galaxies que nous pouvons voir, sont composées de les mêmes atomes. Mais les cosmologistes ne veulent pas seulement comprendre l'extension spatiale de l'univers. Nous aussi sommes intéressés à l'histoire de l'univers. On peut regarder dans le passé parce qu'il faut la lumière du temps pour voyager jusqu'à nous. Par exemple, il faut la lumière du soleil 8 minutes. Quand la lumière de Alpha Centauri qui nous observons était émise, Donald Trump était le nouveau président des États-Unis. Et quand la lumière de l'amas d'étoiles Hercules était émise, il y avait des Néandertalers en Europe. Beaucoup de choses ont changé entre ces moments, oui, non, peut-être. L'expansion de l'univers implique que le cosmos était plus petit dans le passé. La matière et le rayonnement ont été comprimés en un plasma primordial chaud, beaucoup plus chaud que le cœur du Soleil. Les photons du plasma chaud doivent toujours être présents, mais ils sont étirés. C'est décalé vers la rouge. Cette image ici illustre cet effet. Ça, c'est le fond diffus cosmologique, ou en anglais, Cosmic Microwave Background.
Les photons de le Cosmic Microwave Background, ou CMB, sont omniprésents dans l'univers. La température est la même dans toutes les directions. C'est environ 3 Kelvin. Ça, c'est une image de tout le ciel. Au niveau de millikelvin, il y a une petite différence, mais ça, c'est le résultat du Doppler effect, parce que c'est le résultat du mouvement de la Terre. Mais aussi, il y a des fluctuations primordiales au niveau de microkelvin. Ils sont très intéressants. Dans ces fluctuations, on trouve beaucoup d'informations de l'univers primordial. Aujourd'hui, on a des observations très précises de le CMB. Ça, c'est une image de le Planck satellite. Si vous avez une télévision vieille à la maison, vous pouvez aussi découvrir le CMB à la maison, parce que le CMB est responsable pour 1% de la fluctuation dans cette télévision nouvelle, vieille. L'existence du CMB, c'est un résultat du fait qu'à des hautes températures, les atomes sont ionisés et il y a un plasma. Aux températures plus hautes, les noyaux aussi désintégrés. Et en fait, quand la température est très très chaude, il y a des fusions nucléaires. En fait, il y avait une période dans l'univers primitif où la fusion nucléaire s'est produite. Et on peut observer les résultats dans le milieu intergalactique. Nous pouvons utiliser nos savoirs pour reconstruire l'histoire de l'univers. Nous vivons ici à la droite. Le Big Bang est ici à la gauche. Ici, la température est très très chaude. On peut reconstruire la plupart de l'évolution de l'univers avec astronomie optique, avec des observations. Comme nous avons discuté, observer un objet à grande distance, c'est comme un voyage dans le temps. On ne peut pas observer des objets astronomiques avant la formation des premières étoiles, mais on peut observer les CMB. Les petites fluctuations dans le CMB, ils contiennent beaucoup d'informations sur l'univers primitif. Avant la formation de le CMB, l'univers était rempli d'un plasma. Il n'était pas transparent et on ne peut pas faire des observations. Mais on peut indirectement obtenir des informations de la nucléosynthèse primordiale en mesurant les abondances de noyaux dans le milieu intergalactique. Ça, c'est la première sonde de l'univers primitif. Il n'y a pas de sonde pour le temps plus tôt. Mais on peut recréer des conditions extrêmes dans le laboratoire. Par exemple, avec le Large Hadron Collider à CERN. On peut faire des collisions entre des protons et l'énergie de cette collision est très très extrême. Aussi, on peut faire des collisions avec des ions. Avec ça, on peut créer un plasma avec 1000 milliards de degrés. Pour comparaison, la nucléosynthèse primordiale, ça s'est passé à quelques milliards de degrés. Et ici,
la formation de CMB, il s'est passé à un peu 1000 degrés. Dans le futur, nous pourrions avoir une autre sonde, des ondes gravitationnelles. Peut-être vous savez, il y a 5 ans, la collaboration LIGO Virgo a découvert des ondes gravitationnelles pour la première fois. Maintenant, c'est un domaine de recherche très actif. Aussi, à Huit-sur-le-Vent, nous avons des groupes qui recherchent avec les ondes gravitationnelles. Et peut-être qu'un gros détecteur pour des ondes gravitationnelles sera construit ici, en Belgique, le Einstein Telescope. Maintenant, nous en savons beaucoup sur l'univers, mais bien sûr, il y a encore de grands mystères. Ça, c'est le contenu de l'univers, le contenu de l'énergie dans l'univers. Avant, j'ai dit que tout ce que nous voyons est composé par un petit nombre de particules élémentaires. Ça, c'est vrai pour seulement 5% de l'univers. Le reste, c'est sombre et ne nous comprend pas. Il y a 3 composants, la matière ordinaire, la matière sombre et l'énergie sombre. Bien sûr, la réalité est un peu plus compliquée. Ce diagramme illustre tous les détails de le contenu de l'univers. Mais pour nous, ça suffit de penser à les 3 grandes catégories, matière ordinaire, matière sombre et énergie sombre. On ne peut pas voir l'énergie sombre ou la matière sombre. Peut-être vous demandez comment savons-nous cela? Nous commençons avec la matière sombre. Il y a 5 raisons pour lesquelles nous connaissons qu'il y a la matière sombre. La première est l'observation des amas des galaxies. Comprendre le mouvement des galaxies dans une amas de galaxies, il faut la comparaison entre 2 forces. Il y a un équilibre entre la force centrifuge et la gravitation. On peut observer cette amas de galaxies et on réalise que la masse de toutes les étoiles et de la poussière ne suffit pas à expliquer la force gravitationnelle nécessaire pour maintenir la masse ensemble. La seconde raison sont les courbes de rotation des galaxies. Ça, c'est une galaxie, et elle tourne. Quand cette galaxie tourne, il y a un côté qui avance vers nous et un autre qui s'éloigne de nous. À cet côté, l'effet de Doppler cause un décalé vers le bleu. Et ici, on a un décalé vers le rouge. Encore une fois, il faut un équilibre entre la gravitation et la force centrifuge. On peut les calculer. Peut-être vous connaissez les formules de l'école. Avec les formules, on peut calculer la vitesse des étoiles en fonction de la distance du centre de la galaxie. Ici. On peut comparer les prédictions théoriques aux observations. Ils ne sont pas d'accord. Ça, c'est la prédiction et ça, c'est l'observation. La galaxie tourne trop vite. La gravité de la matière visible ne peut pas la maintenir ensemble. La troisième raison se trouve dans le CMB. Les fluctuations de la température de la CMB indiquent des fluctuations de la densité. Cette fluctuation dans la densité cause des potentiels gravitationnels. La matière tombe dans ces potentiels.
Mais la matière ordinaire a une pression de rayonnement. Cette pression le fait rebondir. L'interaction entre la pression et la gravité provoque des oscillations. Le plasma rebondit, tout comme Saturne. Les oscillations s'appellent baryonic acoustic oscillations. Cet diagramme ici montre la distribution des inhomogénéités dans le CMB. Les points ici, et ici, sont là à cause des oscillations. Mais les données montrent qu'il y avait une composante qui n'y a pas oscillé. C'est la matière sombre. Si la matière sombre était composée de particules ordinaires, il aurait oscillé. Le quatrième argument pour la matière sombre est la formation de structures. L'univers primitif est très homogène et isotrope, et la structure a formé par effondrement gravitationnel des petites inhomogénéités qui nous pouvons voir dans le CMB. La matière sombre est nécessaire pour expliquer les structures observées sur la base des inhomogénéités initiales observées. C'est une simulation numérique de la formation de structures. Sans la matière sombre, on ne peut pas expliquer les structures que nous observons aujourd'hui. La dernière raison est l'observation d'objets comme ça, le bullet cluster. C'est une collision entre deux amas de galaxies. Ça, c'est la distribution de la matière reconstruite à partir des lentilles gravitationnelles. Selon la théorie des relativités, la gravitation peut changer la direction de la lumière. Une grande masse agit comme une lentille pour les photons. Ça ici, à la droite, c'est un exemple pour une lentille gravitationnelle. On peut utiliser cet effet pour reconstruire la distribution de la masse. Ça marche pour la matière ordinaire et pour la matière sombre. Le rouge est la distribution de la matière observée dans les observations au rayon X. On peut voir qu'ils ne sont pas d'accord. La matière ordinaire dans les deux amas a des interactions électromagnétiques. Ça se mélange ici. La matière noire n'est pas affectée. Mais non seulement la matière sombre est un mystère. Nous aussi ne comprenons pas l'origine de la matière ordinaire. L'origine de la matière ordinaire est liée à l'antimatière. Chaque type de particule a une antiparticule. Quand les deux se rencontrent, ils s'annulent. Selon E égale mc au carré, l'énergie libérée est plus de 100 fois supérieure à celle d'une fusion nucléaire. Ce diagramme ici illustre ce procès. Il y a un électron ici et un positron ici. Ils se rencontrent. Il y a une annihilation et après il y a deux photons
particules de la lumière. Ces photons sont très énergétiques. Mais le processus inverse est également possible. On peut faire de la matière à partir de l'énergie. Mais il faut des photons très énergétiques. L'antimatière est un concept un peu drôle, mais il est bien établi. Il y a beaucoup de sources d'antimatière, par exemple les rayons cosmiques, la radioactivité naturelle, les pulsars et trous noirs, accélérateurs de particules, et aussi, elle est utilisée dans la médecine nucléaire. Dans l'univers primitif, la température était très chaude. L'énergie de le photon était plus grande que 2 mc² pour toutes les particules. Ça suffit pour la création de paires de matière et antimatière. Mais la température a diminué lorsque l'univers est élargi. Lorsque la température devient trop basse pour la création de paires, l'équilibre entre la création de paires et l'annulation était détruit. Toutes les particules et antiparticules s'annulent. Mais un peu de matière a survécu. S'implique qu'il y avait un peu plus de matière dans l'univers primitif. L'origine de cette asymétrie est inconnue. La dernière étape de la grande annihilation s'est produite juste avant la nucléosynthèse primordiale. En fait, on peut déterminer la quantité de la asymétrie sur base de les données de la CMB et la nucléosynthèse primordiale. Le modèle standard de physique des particules ne peut pas expliquer cette asymétrie. Les physiciens-théoriciens ont identifié deux origines possibles. La première possibilité est une transition de phase cosmique. La deuxième possibilité est la désintégration d'une particule lourde. Si la particule préfère se désintégrer en matière, s'explique la asymétrie. Une transition de phase cosmique peut être comparée à de l'eau bouillante. Lorsque l'eau se transforme en vapeur, elle forme des bulles. Si une transition de phase dans l'univers primitif fonctionne à la même manière, les collisions entre les bulles pourraient provoquer des ondes gravitationnelles. Peut-être, dans le futur, on peut détecter les ondes gravitationnelles. La plupart des physiciens croient que les solutions pour le problème de la matière sombre et l'origine de la matière ordinaire se trouvent dans le domaine de la physique des particules. Mais la majeure partie de l'énergie dans l'univers n'est pas de la matière, c'est l'énergie sombre. Les observations des supernovae dans les galaxies lointaines montrent que l'expansion de l'univers s'accélère. On peut savoir ici, l'univers expande, et ici, il accélère. C'est un peu bizarre. Il devrait ralentir à la cause de la gravité. Oui. Y a-t-il la antigravitation? Oui, la théorie de la relativité peut en principe expliquer cela comme une constante cosmologique. Il s'appelle lambda.
Et la théorie quantique pourrait expliquer la constante cosmologique comme l'énergie de les fluctuations quantiques dans le vide. C'est une chose très bizarre. Dans la théorie quantique, le vide n'est pas rien, il y a les fluctuations quantiques. Mais la théorie quantique ne peut pas prédire correctement la valeur de la constante cosmologique pour expliquer l'accélération de l'univers. C'est un grand mystère. Et il y a beaucoup d'énergie sombre dans l'univers. C'est la plupart de l'énergie dans l'univers. En futur, on va étudier les propriétés de l'énergie sombre plus en plus. Par exemple, les Euclid satellite va observer beaucoup de galaxies et supernovas pour déterminer les propriétés de l'expansion et l'énergie sombre. Maintenant, nous ne connaissons pas qu'est-ce que c'est l'énergie sombre. C'est simplement un nom pour notre ignorance. Finalement, on ne connaît pas le mécanisme qui a posé les conditions initiales pour l'univers observable. Et il y a quelques problèmes avec ça. Par exemple, le problème de l'horizon. La température du CMB est identique dans différentes directions du ciel, mais les régions ne pouvaient pas communiquer. La lumière ne peut pas voyager de ici, par exemple, à ici. L'univers était trop jeune lorsque le CMB a été formé, où la vitesse de la lumière est trop lente. Une explication possible est l'inflation cosmique. L'idée est que l'univers a subi une période d'expansion accélérée. L'étiration explique son homogénéité globale et son isotropie. Les fluctuations quantiques sont étirées à une taille macroscopique et expliquent l'origine des petites perturbations. Cela peut très bien expliquer quantitativement le spectre des perturbations, c'est-à-dire les fluctuations quantiques sont la raison et l'origine pour les structures que nous observons dans le CMB. Mais on ne sait pas si l'inflation cosmique est vraiment produite et quel mécanisme elle a provoqué. En tout cas, c'est un bon exemple de la façon dont la cosmologie établit un lien entre les très grands et les très petits. Les fluctuations quantiques microscopiques créant les inhomogénéités dans le CMB. Les inhomogénéités provoquent alors la formation des galaxies, c'est-à-dire la formation des galaxies et leur distribution statistique sont également le résultat des fluctuations quantiques. L'inflation est un exemple pour un lien entre les très petits et les très grands causés par l'expansion de l'univers. Mais il y a beaucoup d'exemples. La formation de la matière noire, l'origine de l'asymétrie entre la matière et la antimatière dans l'univers primitif. Les cosmologistes et les physiciens des particules travaillant ensemble pour y remédier. C'est la fin de notre cours. J'espère que cela vous a plu. Au cours du millénaire passé, nous avons beaucoup appris sur l'univers. Mais il y a encore de grands défis. Les cosmologistes recherchent des solutions avec nouvelles théories et nouvelles observations. Nous, à UC Leuven, participons à cette belle aventure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Merci d'avoir rejoint notre voyage et passé une excellente journée.